président de la transition malienne, Assimi Goïta, a fait le point sur les avancées de la Confédération de l'AIS avec l'adoption d'une feuille de route peaufinée ce jeudi. Les dates occupent une place particulière dans la religion musulmane, notamment pendant le Ramadan. Leur importance est à la fois spirituelle, nutritionnelle et culturelle. Nos reporters se sont intéressés à ce précieux sésame. Ramadan au Mali, entre fatigue, horaires aménagés et exigences scolaires, le défi des élèves et enseignants pour concilier études et pratiques religieuses est un parcours de combattant. Le dossier de la rédaction vous propose une immersion au cœur de cette réalité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, les dirigeants maliens ont organisé hier, 13 mars 2025, une rencontre pour discuter de l'état d'avancement de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération de l'AIS. Cette réunion s'est tenue sous la présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Elle a permis de mettre l'accent sur plusieurs réalisations, notamment l'adoption d'une charte graphique à la mise à la disposition d'un passeport commun aux 3 États. Plus de détails avec Alassane Agali. Depuis juillet 2024, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est désigné par ses collègues du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Niger, le général Abdoulaye Diani, pour être à la tête de la Confédération des États du Sahel. Dès lors, un certain nombre d'actions sont mises en place par les 3 pays de l'AES. Entre autres, l'adoption de la feuille de route consensuelle, suivie de la mise en place du comité national de l'AES dans les 3 pays pour assurer à la fois la coordination, le suivi et le bon fonctionnement de la Confédération. C'est dans cette optique que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a organisé une rencontre qui a réuni plusieurs membres des autorités pour discuter de l'état de l'avancement de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération de l'AES. Au cours de cette rencontre, les dirigeants maliens ont parlé de l'opération Yeroko engagée dans la zone des 3 frontières et qui enregistre des résultats probants. Une opération qui a permis de neutraliser des terroristes, de récupérer des matériels et de rassurer des populations, a affirmé le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de sa part citera la création du drapeau, du logo et du passeport AES. Cette confédération qui n'est créée qu'en juillet dernier est devenue une réalité géopolitique à travers son identité, selon Abdoulaye Diop. Le village de Fatakara, dans la commune rurale de Télé, cercle de Gundam, s'est vidé complètement de ses habitants suite à un ultimatum d'hommes armés non identifiés dans la nuit de mardi 12 mars 2025. Selon le maire de la commune rurale de Télé, ce sont plus de 4500 personnes qui se sont déplacées. Elles ont été accueillies et hébergées dans des familles d'accueil. Les autorités administratives, communales, sécuritaires, légitimité traditionnelle et des personnes de bonne volonté ont manifesté leur élan de solidarité à travers des dons de vivres et non-vivres. Les déplacés conditionnent leur retour à la sécurisation totale de la zone. Quelques réactions au micro de Almoudou Maman Bango. L'accueil, la solidarité, c'est très bien. Ce que nous souhaitons le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir la sécurité pour qu'on puisse partir dans le village. Cette sécurité-là, je demande à tout le monde, à Gundam, le chef de village, le maire, les notables, toutes les personnalités influentes, de nous aider à faire en sorte que notre village soit sécurisé pour qu'on puisse y retourner. Puisque aujourd'hui, là, nous sommes venus les bras ballants, rien en main. Les habits, la nourriture, les animaux, les champs, tout est derrière. Si on laisse le village dans cette situation, la situation actuelle, et qu'on laisse le village pillé, les animaux partis, le grain parti, les champs sabotés, je crois que nous serons des misérables et nous allons errer dans la nature. Et cela n'est pas souhaitable. Si on nous laisse à mi-chemin, on devient des misérables. Alors que nous, on a une fierté. C'est un village riche, prospère, qui a une longue histoire. Et il n'est pas bon de ternir cette image-là à cause de petites actions qui sont résorbables.
Donc vraiment, je demande à la presse aussi de nous aider au maximum pour qu'on puisse, dans la dignité, retourner dans notre village. Qui parle de Fatakara parle de Gundam. On peut dire même que Fatakara est un quartier de Gundam. Fatakara est situé à moins de 10 km de Gundam. Nous avons nos parents qui vivent là-bas. Chaque habitant de Fatakara aussi peut dire qu'à son logeur ou bien son parent à Gundam. Donc ça date depuis très longtemps. Donc quand nous avons reçu l'information qu'ils ont été vraiment informés quand même de ne pas passer la nuit sous menace des hommes armés, on les a demandé de quitter avant le matin. Nos populations qui ont quand même laissé tout derrière eux, et ils étaient contraints vraiment d'abandonner tout ce qu'ils ont derrière eux pour se sauver leur vie. Donc ils sont venus les mains vides dans des situations pitoyables. Je peux dire quand même que tout Gundam quand même n'a pas dormi la nuit parce qu'on était plus inquiets que ceux qui étaient même sur le terrain. Parce que sachant bien que c'est la nuit et avec le problème aussi de traverser, il n'y avait pas assez vraiment de moyens. Donc ça serait très difficile vraiment pour faire évacuer un village de près de 5000 habitants. Les gens se sont mobilisés chacun, donc avec leurs motos, ceux qui ont des voitures, des camions, les transporteurs, se sont déplacés pour aller vraiment à la recherche de ces gens. Et je pense bien qu'ils ont commencé le travail depuis les premières heures, c'est-à-dire de 21h jusqu'au lendemain. Le camion que nous avons rencontré, le chauffeur nous a certifié qu'il était à son 7e voyage. Ça, c'était le matin à 11h déjà. Donc vous imaginez, de la nuit, toute la journée jusqu'au lendemain, c'est ce que ça fait. L'engagement du conseil régional, d'abord, l'information a été partagée d'abord avec l'ensemble des membres de la délégation spéciale. Ce titre-là, depuis les premières heures jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment en train de suivre tout ce qui se passe pour au moins qu'on puisse mettre un comité de crise en place composé du préfet, de la protection civile, du développement social, du maire, le chef de village, donc pour voir maintenant dans quelles conditions vraiment recevoir vraiment nos hôtes qui sont vraiment d'ici, qui sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tontons. Que le problème aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas un problème de Gundam ni de Fatakara, mais c'est un problème du Mali, ça concerne tous les Maliens. Il y a eu des contributions. Nous avons eu à toucher vraiment les partenaires techniques et financiers pour venir vraiment en aide à cette population en détresse. Comme annoncé dans les titres, les dates consommées tout au long de l'année ont une importance particulière pendant le Ramadan, où elles apportent l'énergie essentielle pour le jeûne. Elles sont consommées comme un acte d'adoration, sunna, lors de la rupture du jeûne, ainsi qu'au début de celui-ci. Malgré leur rôle traditionnel et leur importance culturelle, les ventes semblent moins dynamiques que les années précédentes. Élément de réponse dans ce reportage signé Fatoumata Ali Keli. Les dates consommées tout au long de l'année occupent une place particulièrement importante pendant le mois sacré du Ramadan. Leur consommation au moment de la rupture du jeûne, avant même de boire de l'eau, est un acte d'adoration. Elles sont souvent consommées au début du jeûne, au moment du souhour, pour aider à maintenir l'énergie pendant la journée. Cependant, malgré leur rôle central dans les pratiques religieuses et culturelles, les ventes de dates semblent enregistrer une baisse par rapport aux années précédentes. Vraiment, cette année, nous n'avons eu aucun marché. Les dates sont avec nous et à la fin, nous serons obligés de réduire les prix pour que ça finisse vite, puisque c'est une question d'un mois. Je vends des dates, ça fait longtemps, mais je n'ai jamais vu un mois de Ramadan comme ça. Je vends d'autres choses, mais durant le mois de Ramadan, je vends plus de dates. Cette année a été très dure pour nous, les vendeuses de dates. Les prix ont augmenté, c'est ce qui nous fatigue le plus, parce que même avec la hausse des prix, nous les avons pris, mais les clients ne veulent pas acheter. Face à cette situation, certains commerçants envisagent de vendre leur stock restant en gros pour écouler rapidement les produits. Cette mesure pourrait être adoptée afin de limiter les pertes et d'adapter l'offre à la demande actuelle. Maintenant, nous n'avons pas trop de marché dans la vente et c'est pareil même sans le Ramadan. Mais durant le mois de Ramadan, c'est un peu mieux. Cette année, les prix ont augmenté. Si on le dit aux gens, d'autres acceptent de les acheter et d'autres non. Si nous n'arrivons pas à tout vendre avant la fin du Ramadan, nous n'aurons pas d'autre choix que de les vendre en gros pour écouler.
Bien que la situation ait toujours été un défi, l'année précédente semblait offrir de meilleures perspectives en termes de vente de dates, contrairement à cette année où la demande paraît plus faible. Les dates marchent un peu, mais nous n'en vendons pas après le ramadan. Chez moi, les clients ne disputent pas le prix des dates parce que les prix sont connus de tous. Des fois, ça marche beaucoup et parfois non. Et contrairement aux années précédentes, cette année, ça ne va pas trop, mais on se débrouille. Malgré leur rôle central et leur symbolisme fort pendant le ramadan, les dates semblent moins prisées cette année, ce qui soulève des interrogations sur l'évolution des habitudes de consommation dans les mois à venir. Le mois de ramadan est un moment de dévotion pour les fidèles musulmans. Au Mali, il représente un véritable défi pour les acteurs de l'éducation qui doivent s'adapter à la gestion du temps en conciliant les études et les pratiques religieuses. Reportage d'Aman Moussa Diallo. Pour certains administrateurs scolaires à Bamako, l'adaptation de l'emploi du temps est cruciale pendant le ramadan. Pour ceci, la décision des autorités scolaires de revoir les emplois du temps est salutaire. Effectivement, avec le mois de Ramadan, tout le monde sait que c'est pas facile. Bon, vu les horaires, on a mis toutes les horaires à partir de cette heure pour qu'au maximum à midi ou 14 h, on puisse libérer les élèves. On juge nécessaire que de se plier à la décision de l'académie, du ministère de l'Éducation, de respecter les horaires de 14 h midi, au moins pour libérer les enfants. Je gêne des fois pour venir à l'école, mais sauf que c'est pas tout le temps facile, surtout avec les cours et les heures de descente. C'est pas du tout facile. Des fois, on descend à midi, des fois à 14 h. Donc c'est pas du tout facile. Et surtout, en rentrant à la maison, le soleil est très ardent. Donc, déjà que quand tu rentres à la maison, ça trouve que tu es déjà fatigué. Depuis que les autorités ont annoncé cette déclaration, tout le monde a aimé ça. Parce que les élèves, bientôt, on apprend et on termine vite pour aller à la maison. Nous aussi, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme je suis un croyant musulman, je prie beaucoup et je jeûne. Donc, pour moi, c'est un avantage aussi. Comme il a un avantage comme un inconvénient aussi. Parce que jeûner aussi, ça peut donner une bonne forme. Si certains élèves arrivent à s'adapter à la situation, d'autres peinent à joindre les deux bouts. Car avec la chaleur, la difficulté principale du ramadan reste la baisse de concentration des apprenants. Bon, maintenant quand même c'est très difficile avec les gens se fatiguent. Surtout les filles se couchent très tard quand ils préparent et puis le soir aussi ils doivent aller à la maison pour préparer. C'est fatigant, venir à l'école, faire les exercices et autres. C'est vraiment fatigant aussi. Vraiment, pour moi quand même, c'est pas favorable. Parce que le fait de te lever tôt pour venir à l'école, vraiment c'est pas facile. Ça trouve que tu es en gêne, tu es fatigué. Quand je prends ma nourriture seulement, je prends mes leçons et je ne couche plus quoi. Et à 7 h, je viens à l'école. Ça me rend à faire beaucoup de choses. Et si tu as mangé, tu viens à l'école. Certains enseignants estiment qu'après le ramadan, ces modifications doivent être maintenues pour aider les apprenants. Vraiment, moi je pense que même après le mois de ramadan, si l'État peut donner l'autorisation de maintenir ces horaires-là jusqu'au mois de juin ou au mois de mai, ça n'impacte pas surtout parce que les horaires sont déjà calculés. Parce que imaginez de 7 h à 14 h. Pas du tout facile quand normalement à partir de 15 h, 16 h comme ça, les élèves doivent être libérés car ils ne peuvent pas du tout poursuivre les cours jusqu'à 16 h, 17 h. C'est fatigant et puis c'est pas du tout facile pour eux aussi. Malgré les défis ça et là, enseignants et élèves semblent déterminés. Pour ceci, il s'agit de trouver un équilibre entre croyances et obligations scolaires.